Bonjour, je suis Lazaro. Je cuisinais pour ma famille chaque Noël. Et tandis que mon frère prononçait des discours, il disait au monde que j'étais une honte, mais c'est moi qui maintenais tout ensemble. Les dernières fêtes, ils m'ont à nouveau laissé hors de la liste des invités. Et quand j'ai finalement défendu ma position, ma mère a crié que je les humiliais. Mon père a ri au nez. PDG, tu n'es qu'un chauffeur de taxi. Cette nuit-là, je suis parti. Je suis sorti avec rien d'autre que ma valise et un contrat de 9 millions de dollars qui m'attendait à Miami. Maintenant, le même PDG qu'ils adulaient m'appelle patron. Et mon frère, il a perdu son contrat de 600 000 dollars devant eux tous. Mais voici ce que personne n'a vu venir. Quand je suis revenu, je ne cherchais pas de vengeance. Je suis venu rendre quelque chose qu'ils ont brisé il y a des années, quelque chose qu'ils pensaient que j'avais encore besoin. Vous voulez savoir ce que c'était ? Le vent me transperça le manteau en sortant de la voiture. Le froid de décembre avait le don de vous rappeler où vous en étiez, surtout à Greenwich. La maison de mes parents se dressait comme un musée impeccable, tout en est parfaite et fenêtres givrées brillant d'un jaune chaleureux. De l'extérieur, elle donnait l'impression d'une maison où l'on s'attendrait à sentir la cannelle et à entendre des rires. Mais je savais mieux. À l'intérieur, des voix flottaient depuis la salle à manger. J'entendis des verres teintés. Des rires, du genre qui suit une blague dont vous ne vouliez probablement pas être la cible. Je pris une inspiration, rajustai ma cravate et entrai. Ma mère me vit la première. « Oh, enfin, dit-elle, agitant sa main manucurée. Lazaro est là. » Mon père ne leva même pas les yeux en se servant un autre whisky. Mais il dit ensuite, comme s'il avait attendu le moment précis où je franchirais le seuil, « PDG, tu n'es qu'un chauffeur de taxi. » La pièce s'immobilisa, une pause un peu trop longue. Puis vinrent les rires polis. Ces rires inconfortables de gens qui ne voulaient pas être impolis mais ne voulaient pas non plus manquer la blague. Je souris d'un air tendu. Ravi de vous voir aussi, papa. Ne fais pas honte à cette famille devant nos invités, siffla ma mère en se penchant pour m'embrasser la joue, sa voix enrobée de rage. Pas ce soir. Marcus, mon frère aîné, se tenait droit à ses côtés, verre à la main, l'air d'être sorti d'une publicité pour fils à succès. Il ne dit rien, se contentant de hocher la tête comme si j'étais le serveur qui apportait plus de pain. Nous nous dirigeâmes vers le salon où le feu était allumé. Les chaussettes de Noël pendaient en parfaite symétrie. La famille élargie était déjà là. Cousin, tante, cet oncle qui posait toujours trop de questions personnelles. J'eus à peine le temps de poser mon manteau avant que mon père ne fasse teinter son verre pour attirer l'attention. Tout le monde, annonça-t-il, Marcus vient de décrocher un contrat de relations publiques de 600 000 dollars. À notre étoile montante. Des acclamations résonnèrent. Les yeux se tournèrent vers moi, puis il reprit, et voici notre Benjamin, sourit-il. Cherchant toujours sa voix. Conduisant parfois des taxis, mais il a du cœur. Des rires, réels cette fois. Même les enfants pouffèrent. Je sentis la chaleur monter dans mon cou, mais je ne dis rien. Je me contentai de hocher la tête et de m'asseoir. Puis il s'approcha, me tendit quelque chose de petit. Tu en auras besoin, sourit-il. C'était une montre de poche. Vieille, fissurée et laide. Comme ça, tu pourras au moins lire l'heure en conduisant ton taxi. Je la tins dans ma paume. Froide, lourde. Je la glissai dans ma poche sans un mot. Le dîner passa dans un flou. Marcus racontait des histoires. Les gens écoutaient. Je servais le vin, versais l'eau, souriais poliment, juste comme chaque Noël. Je jouais l'aide, le fantôme, celui dont personne ne se souvenait jusqu'à ce que quelque chose ait besoin d'être réparé. Plus tard, en débarrassant les assiettes, je me retrouvai seul dans la cuisine. Ma mère fit irruption, ses talons claquant comme des accusations. Demain, claqua-t-elle. Marcus a 35 invités VIP. Tu cuisineras, serviras, nettoieras, pas d'erreur. J'ai un vol demain. Des affaires, railla-t-elle. Quelles affaires ? Ne recommence pas tes fantasmes. J'ai des clients à Miami. Tu ne pars pas. Ne nous embarrasse pas, Lazaro. Pas encore. J'ouvris la bouche, la fermai. Elle partit comme ça. À l'étage, je fermai la porte de la chambre d'amis, la verrouillai, m'assis sur le lit,
sortis mon ordinateur portable. L'écran s'illumina avec le projet de contrat. 9 millions de dollars. Un accord sur lequel je travaillais depuis 2 ans. Je devais être dans un avion à 7 heures du matin. Si je restais, je perdrais tout. Si je partais, je ruinerais la seule chose qui leur importait. Le grand jour de Marcus. Je fouillai dans ma poche, sortis la montre, passai mon pouce sur la fissure au milieu. Ils pensent que je ne suis rien, un serviteur, un échec. Mais ils n'ont jamais demandé ce que j'ai construit, ce que je suis devenu. Ils le découvriront demain. L'horloge sur la table de chevet de la chambre d'amis affichait 2h41 du matin, mais il aurait pu être n'importe quelle heure. Les heures se fondaient dans cette pièce sombre et silencieuse, comme une boîte. Le seul son était le ronronnement du chauffage et le bruit sourd occasionnel de la vieille plomberie, comme si la maison elle-même grommelait dans son sommeil. J'étais assis sur le bord du lit, l'ordinateur portable ouvert devant moi. L'email de mon assistant était toujours là, en gras et clair. Vol confirmé. Miami 9h. Salle de conférence B Vercelli Tower. Apporter l'ébauche finale du contrat. Le client est prêt à signer. 9 millions de dollars. 9 millions de raisons réelles de ne pas servir de cocktail de crevettes pour un frère qui n'avait pas prononcé mon nom sans un sourire moqueur depuis l'université. Mais je n'arrivais pas à chasser la voix de mon père de ma tête. Ce rire condescendant. Chauffeur de taxi. Comme si cette insulte résumait tout ce que je valais. Comme si c'était une blague qui s'était écrite d'elle-même et qu'il avait attendu des années pour en livrer le clou. Je fixai l'écran, puis fermai l'ordinateur portable. Mes mains reposèrent sur mes genoux pendant longtemps avant que je ne fouille dans la poche de mon manteau et n'en sorte la vieille montre de poche qu'il m'avait remise plus tôt. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait, fissurée au milieu, et elle tournait toujours. Je me souvenais de la première fois que j'avais vu cette montre. Il la sortait quand j'étais enfant, la montrant aux invités comme si c'était un héritage familial. Artisanat suisse, disait-il. Construite pour durer. Il ne m'avait jamais laissé la toucher. Maintenant, il me la donnait comme si j'étais un valet qui avait dépassé son quart de travail. Je me penchai en arrière contre la tête de lit, laissai ma tête tomber contre le bois et fermai les yeux. Puis ça me frappa. Un autre souvenir. Il y a 3 ans, Thanksgiving, nous étions tous là. La même maison, les mêmes centres de table parfaitement arrangés sur la table à manger. Mon père venait de finir de verser les verres quand il leva le sien et demanda le silence. À Marcus, dit-il, la fierté de cette famille. Supervisant le plus grand lancement de relations publiques sur la côte est. Applaudissements, toast, même les enfants applaudirent. Puis il me regarda et dit, Lazaro, sois un cerf et aide à garer les voitures. Je l'ai fait. Je suis sorti dans le froid et j'ai déplacé 3 VUS Lexus et un monospace. Et quand je suis rentré, l'un des invités m'a tendu son manteau. Elle pensait que je travaillais là. Personne ne l'a corrigé. Pas une seule personne. J'ouvris à nouveau les yeux, tenant toujours la montre de poche. Mon téléphone vibra. Il était tard, mais je m'attendais à ce que ce soit du spam ou une alerte automatisée. Ce n'était pas le cas. C'était un rappel de calendrier. Demain, le PDG de Pinacle arrive. 11h35 VIP. La carrière de Marcus en jeu. Bien sûr, ma mère avait chorégraphié toute cette journée comme un spectacle de Broadway, et je n'étais qu'un accessoire de plus dans son décor. On frappa à la porte, 2 coups doux. Puis, Lazaro, c'est moi. Je ne répondis pas, mais la porte s'entr'ouvrit quand même. Ma mère entra, robe soigneusement nouée, maquillage toujours parfait, comme si elle venait de quitter une séance photo, et non son lit. Tu ne travailles pas sérieusement encore sur ces sottises, dit-elle, regardant l'ordinateur portable. Ce n'est pas des sottises, Lazaro, elle prononça mon nom comme si c'était une erreur sur un reçu. Soyons réalistes. Le PDG de Pinacle vient. Cet accord pourrait tout changer pour lui. Je me redressai. Je sais ce qui est en jeu pour lui, mais j'ai aussi une réunion à Miami. De vrais clients, un vrai contrat, elle agita une main d'un geste dédaigneux. Tu veux dire cette application fantaisie à toi? Celle où les gens réservent, qu'est-ce que c'était? Des voitures, du transport de luxe, de la logistique. Elle soupira dramatiquement comme si elle avait entendu un enfant dire qu'il voulait être astronaute.
Nous avons besoin de toi ici. Marcus a besoin de toi. Ne fais pas honte à cette famille. Encore. Encore? Elle s'approcha, son ton plus aiguisé. Nous t'avons invité dans cette maison. Ne pousse pas ta chance. Tu as de la chance que nous t'incluions encore dans ce genre de choses. Je suis ton fils et Marcus est celui dont les gens parlent. Je me levai, la poitrine serrée. J'ai une réunion, maman. Demain, je pars. Arrête de te mentir à toi-même, claqua-t-elle. Tu ne peux même pas t'engager pour Thanksgiving sans partir tôt. Tu penses que quelqu'un croit que tu gères une entreprise. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas parce qu'une partie de moi, un morceau brisé essayant toujours d'obtenir leur approbation, voulait annuler le vol et simplement faire semblant une fois de plus. Elle fit demi-tour et quitta la pièce sans un mot. Je regardai la porte pendant un long moment. Puis je pris mon téléphone, ouvris l'application de la compagnie aérienne. Mon pouce plana sur le bouton « Annuler le vol ». Peut-être que maintenir la paix était plus important. Peut-être que le fait d'être là pour mon frère les ferait enfin me voir. Peut-être que le silence était meilleur que le ressentiment. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis ainsi. Puis mon téléphone vibra de nouveau. C'était un message d'Eva, mon assistante. Miami. 9h, contrat de 9. Ne sois pas en retard. Ils ont besoin de toi. Le PDG, pas l'aide, pas la déception, pas le serviteur. Je posai le téléphone, fermai les yeux, inspirai profondément. Pas cette fois. Oui, je posai le téléphone sur la table de chevet et restai immobile un moment, les yeux ouverts dans l'obscurité. Les mots, pas cette fois, résonnèrent dans mon esprit comme un vœu gravé dans la pierre. Finalement, le sommeil vint. Non pas le repos, non pas la paix, juste assez pour calmer mes nerfs. Au moment où je me suis levé, le soleil n'avait pas encore percé le ciel nuageux, mais la maison était déjà bien éveillée. Des cliquetis de vaisselle, des voix montant de la cuisine, des pas rapides sur les parquets. Puis je l'ai entendu. Lazaro s'en chargera. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une suggestion. Juste une affirmation lancée dans l'air du matin comme si c'était une évidence. Je me suis redressé. Mes épaules étaient raides à cause de ma façon de dormir. Partiellement recroquevillé sur le bord du lit comme si je me préparais à l'impact. Des pas passèrent devant ma porte. Une voix de femme, une des cousines, peut-être. Il est toujours là, n'est-ce pas? Je veux dire, il fait généralement tout ça. Une autre voix plus basse. Eh bien, il ne fait rien d'autre, n'est-ce pas? Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je me suis simplement levé, étiré et me suis dirigé vers la salle de bain. Le visage dans le miroir semblait plus vieux ce matin, non pas fatigué, mais fini, comme un homme qui courait le même tour depuis 30 ans et qui réalisait enfin qu'il était sur un tapis roulant. Au moment où je suis descendu, la maison bourdonnait. Ma mère était déjà en mode hôtesse d'événements à part entière, aboyant des instructions tout en serrant un presse-papier. Mon père était à la table à manger, café dans une main, téléphone dans l'autre. Il n'a même pas jeté un coup d'œil quand je suis passé. Lazaro, a appelé ma mère sans regarder. Assure-toi que les voitures sont propres et chaudes avant l'arrivée des invités et vérifie la cuisine. Les traiteurs ont besoin d'aide pour l'installation. Pas de bonjour. Pas de s'il te plaît. Juste des ordres comme toujours. Je suis resté silencieux. Alors que je traversais le couloir, un souvenir m'a frappé fort et vite, comme marcher sur du verglas. J'avais 16 ans. C'était Thanksgiving. Ma première fois que j'amenais un ami de l'école à la maison. La dinde avait brûlé cette année-là. Mon père avait bu, avait oublié qu'elle était au four. Les détecteurs de fumée avaient sonné. Tout le monde avait paniqué. Et puis quelqu'un avait demandé qui était censé surveiller. Ma mère m'avait désigné. Lazaro était en charge du minuteur. Je ne l'étais pas, mais personne ne s'en souciait. Mon père était devenu rouge et avait marmonné, il est négligent. Il ne fait jamais rien de bien. Cela m'avait marqué. Le lendemain matin, j'avais entendu mon oncle plaisanter avec quelqu'un, eh bien, au moins Marcus ne brûle pas le dîner. Peu importait que Marcus n'ait jamais levé le petit doigt en cuisine. À partir de ce moment-là, je suis devenu le bouc émissaire quand quelque chose devait être blâmé. Courrier manqué,
Lazaro a oublié. Invité en retard. Lazaro a donné les mauvaises directions. Même quand je n'étais pas dans la pièce, j'ai secoué le souvenir et je suis entré dans la cuisine. Comme prévu, le chaos montait. Des boîtes d'ingrédients. 2 employés engagés suaient déjà. L'un d'eux s'est tourné vers moi et a demandé « Vous êtes le coordinateur aujourd'hui ?» J'ai souri. Apparemment au petit déjeuner j'ai essayé une dernière fois et tout le monde était assis. Mon père lisait un article sur sa tablette. Marcus était habillé comme s'il allait donner une conférence TED. Ma mère sirotait son jus détox. Je dois dire quelque chose. J'ai commencé. Mon père a poussé un soupir. Laisse-moi deviner. Une autre de tes startups. J'ai gardé ma voix stable. J'ai une réunion à Miami demain. C'est un contrat qui vaut plus que tout ça réuni. Marcus a ri dans son café. C'est comme cette application où les gens réservent des VUS qui ne se présentent jamais? Je l'ai ignoré. Je suis sérieux. Je pars en avion ce soir. Ma mère a levé un sourcil. Non, tu ne pars pas. Si. Mon père a finalement levé les yeux. Arrête de t'embarrasser. Les chauffeurs de taxi ne signent pas de contrat. C'était là, encore une fois. Cette phrase. Marcus a ajouté, et, si tu rates ça comme l'année dernière, au moins commande des plats à emporter corrects. Les boulettes de viande étaient un désastre. J'ai regardé autour de la table. Personne ne m'a soutenu. Pas même les cousins, pas les beaux-parents. Tout le monde semblait d'accord. J'étais le divertissement de la famille, l'aide, le fantôme. J'ai pris une inspiration et je l'ai dit aussi calmement que possible. Si vous continuez à m'ignorer comme ça, vous allez le regretter. Il y eut un battement de silence, puis des rires. Ma mère a gloussé et a agité la main. Oh, Lazaro, tu as toujours été le dramatique. Mon père a ajouté, on aurait dû l'envoyer à l'école de théâtre. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé mon assiette intacte et je suis sorti. À l'étage, je suis entré dans le bureau. Il sentait le cèdre et les vieux livres. Je n'y avais pas mis les pieds depuis des années. Les murs étaient tapissés de photos encadrées. Voyage en famille, vacances, célébrations. Je me suis approché. Chaque photo racontait la même histoire. Marcus, au centre, souriant, les bras autour de nos parents. Moi, toujours légèrement hors cadre. Dans certains clichés, je n'étais même pas là du tout. Recadré ou flou en arrière-plan. Une image se distinguait. Une fête d'anniversaire. Marcus devant, coupant le gâteau. Moi, derrière la table, débarrassant les assiettes vides. Comme si je n'avais jamais été un fils, juste un remplaçant, un accessoire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai sorti de ma poche, m'attendant à un autre rappel passif-agressif, mais ce n'était pas le cas. Message privé de l'assistant au PDG. Pinacle Corporation ravi de vous rencontrer enfin demain, Monsieur Lazaro. Cet accord pourrait redéfinir l'industrie. J'ai fixé l'écran, puis la photo devant moi, puis de nouveau l'écran. Je me suis murmuré, ils pensent que je suis un fantôme. Demain, ils sauront qui je suis. Je suis resté un peu plus longtemps dans le bureau après ce message, laissant le poids de tout se poser. Les rires d'en bas flottaient toujours à travers les vieilles bouches d'aération, forts, superficiels, creux. Je me suis éloigné des photos encadrées, j'ai glissé mon téléphone dans ma veste et je suis sorti de la pièce. En bas, l'air avait changé. L'odeur de viande rôtie, de cannelle et de trop de parfum se mêlait en quelque chose d'étrangement suffocant. Dehors, d'autres voitures montaient la longue allée. Des Audi, des Tesla, même une Bentley vintage que quelqu'un avait dû louer juste pour impressionner. Le genre d'invité pour qui ma famille se mettait en quatre. La façade de la maison étincelait. Des guirlandes et des lumières en forme de glaçons accrochés avec une précision militaire. J'ai vu ma mère glisser d'invité en invité, vêtue d'une robe émeraude profonde, verre de vin à la main, la voix juste assez forte pour être entendue de l'autre bout de la pièce. Oh, Marcus. Il dirige une autre campagne avec cette grande marque de célébrité le prochain trimestre. Nous sommes si fiers. Puis elle m'a vu. Son sourire n'a pas faibli, mais ses yeux se sont refroidis de 2 degrés. Et voici Lazaro. Il aide à la maison quand il visite.
L'invité, un homme grand en manteau camel, a incliné la tête poliment et a offert une poignée de main. J'ai répondu, mais à peine. Il a demandé, alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai ouvert la bouche, prêt à parler, mais mon père était soudain là. Verre à la main, sourire déjà formé. Il conduit Uber, ça le tient à l'écart des problèmes. Rire, pas cruel, pas fort, juste dédaigneux, le genre qui atterrit comme une gifle que vous seul ressentez. J'ai hoché la tête et je suis parti. Dans la cuisine, j'ai trouvé un coin tranquille, la vapeur embuait les fenêtres, des plateaux d'argent alignés sur les comptoirs, la chaleur s'échappant du four. Ma mère a suivi. « Tu es froid », dit-elle, tirant un plateau vers elle. Les gens le remarquent. Je me suis tourné vers elle. Je t'ai dit que j'avais quelque chose d'important demain. Quelque chose de réel. Peux-tu arrêter de me traiter comme une blague? Elle ne s'y a pas. Ne commence pas ça maintenant. Je suis sérieuse et je suis épuisée, claqua-t-elle. Sais-tu à quel point Marcus a mis en jeu ce soir? Il a travaillé sans relâche. Et toi? Tu arrives en avion, tu ne fais rien et tu t'attends à ce que nous réorganisions nos vies pour toi. J'ai baissé la voix. Je ne suis pas là pour être ton serveur. Elle s'est approchée, son ton devenant venimeux. Ne fais pas honte à cette famille. Marcus est notre avenir. Toi, tu n'es que du bruit. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon ventre. Continue à me traiter comme ça, dis-je. Et je te promets que ce soir sera la dernière fois que tu le regretteras. Elle a claqué le four. Tu ne feras rien, dit-elle, tu ne fais jamais rien. Les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger. Quelqu'un tamisa les lumières. Les bougies vacillèrent sur la longue table, chaque couvert poli, aligné. Une photo de Marcus prononçant un discours à un gala était posée dans un cadre près du centre de table. Je n'étais pas à cet événement. Je n'avais pas été invité. Marcus se leva et leva son verre. Merci à tous d'être ici. Ce fut une grande année, et l'année prochaine, nous allons nous développer. Plus de clients, plus de campagnes, peut-être même notre propre agence de boutique. Applaudissements. Je versai du vin dans les verres, me déplaçant sur le côté comme un serveur. On me tendit des manteaux, on me demanda d'aller chercher des serviettes. Personne ne le remit en question. Je le faisais depuis si longtemps que c'était devenu mon rôle par défaut. En arrivant au bout de la table, j'entendis sa voix à nouveau. Ma mère parlant doucement à une femme en perles. Honnêtement, il n'est utile qu'en cuisine. S'il restait juste hors du chemin de Marcus, tout irait bien. La bouteille de vin s'arrêta dans ma main. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. Je suis retourné à la cuisine, j'ai posé la bouteille, je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Puis, un bourdonnement. Je fouillai dans ma poche. Un SMS. Rappel de la compagnie aérienne. Votre vol pour Miami part dans 4 heures. Enregistrez-vous maintenant. Je fixai l'écran. Mon pouce plana. Ma main se resserra autour du téléphone. L'écran brillait toujours du rappel de vol. Le léger tintement des couverts, les rires et le murmure des conversations arrosées de vin s'échappaient de la salle à manger comme un bruit de fond. Mais à ce moment-là, ce n'était que du bruit. J'ai glissé le téléphone dans la poche de ma veste et je me suis adossé au mur de la cuisine, laissant ma tête reposer contre les placards. La même cuisine où j'avais grandi, où j'avais appris à faire du mac and cheese en boîte, où mon père avait autrefois fait des crêpes en formes amusantes pour Marcus. Jamais pour moi. Les voix de la salle à manger s'élevèrent de nouveau. Un autre toast. Une autre blague. Probablement sur moi. J'avais déjà tout entendu. Thanksgiving, il y a 3 ans. Marcus prononçant un discours devant 20 invités pendant que je faisais la vaisselle. Personne ne m'a remercié. Je me souviens de mes mains ridées par l'eau chaude et de Marcus saluant la foule comme une célébrité locale tandis que ma mère murmurait à une amie, il a toujours été la star. Mon ancienne chambre, celle avec le papier peint bleu marine et les autocollants de baseball, avait été vidée et transformée en bureau à distance de Marcus pendant la pandémie. Quand je suis rentré cette année-là, mes affaires avaient été fourrées dans une boîte dans le grenier. Personne ne m'avait demandé. Personne n'avait même pensé à me dire.
Je suis sorti de la cuisine et j'ai marché vers le couloir d'entrée. Mes chaussures étaient encore humides de la neige tombée plus tôt, laissant de légères marques sur le parquet. Je me suis arrêté près du placard à manteaux, j'ai entrouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ma valise cabine était toujours rangée derrière les manteaux d'hiver, exactement là où je l'avais cachée à mon arrivée. Le simple fait de la voir me rappelait que je ne restais pas. Pas cette fois. Puis le doute s'insinua. Et si je restais? Et si j'aidais ce soir? Garder ma bouche fermée. Jouer le jeu une fois de plus. Cela aurait-il vraiment de l'importance? Je pouvais entendre la voix de mon père dans ma tête à nouveau, souriant. Le fils invisible. C'est ce que tu es, Lazaro. Fiable en arrière-plan. Je pris une inspiration, prêt à refermer le placard et peut-être toute l'idée. Quand mon téléphone vibra de nouveau, je le sortis. Chaîne confirmée. 9 heures pile. Pas de retard. 9 est en jeu. Votre présence scelle l'accord. Jordan, je l'ai lu 2 fois. Chaîne, le PDG de Pinacle. L'homme dont mon frère se vantait toute la semaine. Il m'attendait. Pas Marcus. Pas l'enfant prodige. Mon pouce accéléra. Je me redressai, fermai la porte du placard doucement et retournai dans la salle à manger. L'air était épais de parfums coûteux, de cire de bougies et d'agneaux rôtis. Tout le monde était assis maintenant, les verres levés. Marcus se tenait en bout de table, régnant comme un prince. Je voulais juste vous remercier tous, commença-t-il, verre à la main. Ce fut une année incroyable. L'année prochaine sera encore plus grande. Nous avons été en pourparlers avec Pinacle Corporation. Des clients énormes. Des campagnes mondiales. Vous verrez notre travail partout. Des applaudissements polis suivirent. Je me figeai sur place. Pinacle. J'avais organisé leur retraite d'entreprise 6 mois auparavant. J'avais rencontré Shane en personne. Il avait demandé à travailler directement avec moi cette fois. Marcus ne savait pas. Clairement, je ne bougeais pas. Je ne parlais pas. Mais quelque chose en moi changea. Après que les applaudissements se furent tus, je me glissai par le couloir latéral et trouvai mon père près de l'escalier, tripotant une bouteille de scotch. Je m'approchai de lui, calme, stable. J'ai fini, dis-je, la voix basse mais ferme. Je ne suis pas ton serviteur. Il ne me regarda pas d'abord, se contenta de se servir un verre et de siroter lentement. Puis, sans se tourner, il marmonna, PDG, tu n'es qu'un chauffeur de taxi. Ne nous embarrasse pas. Je fis 2 pas de plus, assez près pour sentir l'odeur du scotch sur son souffle, assez près pour voir les fines lignes s'approfondir autour de ses yeux. Vous allez regretter la façon dont vous m'avez traité. Il railla, se tournant finalement vers moi. Tu dis toujours ça, mais tu es toujours là à mettre la table. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je me retournai, marchai tranquillement vers le placard à manteaux, l'ouvris et tendis la main derrière les lourdes vestes en laine. Ma main atterrit sur la poignée de ma valise. Je la serrai fort. Cette fois, je ne bluffais pas. Je me murmurai, à peine audible, mais avec chaque once de conviction qu'il me restait, ce soir, je me choisis. Les roues de la valise claquèrent doucement sur le chemin en briques alors que je traversais le patio arrière, mon souffle s'élevant en nuages rapides. L'air hivernal était vif et sec, mordant mes joues, me rappelant à chaque pas que c'était réel. Je partais. J'atteignis l'allée, m'arrêtai dans l'ombre d'un pin et jetai un coup d'œil en arrière. À travers la fenêtre givrée de la cuisine, je pouvais voir des silhouettes, des personnages riants, des têtes penchées, des verres de vin levés. Pas un seul ne remarqua que j'étais parti. Et même s'il l'avait fait, je savais exactement ce qu'il dirait. Oh, Lazaro est probablement sorti promener le chien ou dégager la neige. Juste un autre garçon de corvée dans leur esprit. Puis mon téléphone vibra. Je ne voulais pas répondre, mais une partie de moi savait qui c'était avant même que je ne voie l'écran. Maman. J'ai glissé pour répondre, gardant le téléphone bas. Sa voix est venue, tranchante et rapide, comme si elle avait bouilli juste sous la surface toute la nuit. Si tu t'en vas maintenant, ne reviens pas. Tu me comprends? Tu vas détruire le nom de cette famille après tout ce que nous avons construit. Je la coupai. Ce nom n'a jamais été le mien. Silence de sa part.
Puis j'ai appuyé sur « Fin d'appel ». C'était la première fois de ma vie que je lui raccrochais au nez. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai levé la main. Un taxi jaune venait de tourner dans la rue, l'un des rares encore en service la veille de Noël. Je l'ai hélé et le chauffeur a hoché la tête, s'arrêtant le long du trottoir. Il est sorti, a attrapé ma valise, l'a jetée dans le coffre. Direction JFK ? Oui, dis-je. Vol de nuit. Il a de nouveau hoché la tête. Vous avez de la chance. Le temps devrait devenir mauvais d'ici demain matin. Alors que je m'installais sur la banquette arrière, la chaleur me frappa comme une vague. Le doux ronronnement du chauffage, le léger jazz jouant à la radio. C'était la plus grande paix que j'avais ressentie depuis des jours. J'ai regardé la maison rétrécir dans le rétroviseur, les lumières scintillantes comme si rien n'avait changé. Mais moi, oui, et tandis que le taxi roulait dans les rues sinueuses de Greenwich, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie. Et à toutes ces fois où ils ont ri, disant que je ne serais jamais plus qu'un chauffeur. Et maintenant, j'étais en route vers un avenir qu'aucun d'entre eux ne croyait que je pourrais construire. Je fixais la fenêtre, regardant la neige commencer à tomber en flocons lents et légers. Ils avaient l'habitude de le dire comme une malédiction. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'es pas comme Marcus. Tu es laide, Lazaro. Mais ce soir, ces mots avaient perdu leur poids. Ils n'étaient plus miens à porter. Un autre bourdonnement. Message texte. Marcus. Maman dit que si tu ne reviens pas, je perdrai mon contrat Pinacle. Tu veux me ruiner aussi ? J'ai fixé l'écran. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait laissé prendre la chute. À la retraite que j'avais organisée pour Pinacle, comment il avait essayé de s'en attribuer le mérite alors que j'avais fait tout le travail. J'ai pensé à comment il m'avait regardé récurer la vaisselle le dernier Thanksgiving pendant qu'il trinquait au champagne. Puis j'ai tapé « Tu n'as jamais eu de problème à me ruiner » et j'ai appuyé sur « Supprimer ». Pas « Envoyer », juste « Supprimer ». Certaines choses n'avaient pas besoin de réponse. La voiture a bifurqué sur l'I-95. JFK était encore loin, mais la route était dégagée. Feu de circulation. Tout le monde était chez soi avec sa famille. Je n'étais pas sûr si cette pensée m'a piqué ou m'a apaisé. Puis le téléphone sonna de nouveau. Papa. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné une deuxième fois. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix était calme. Trop calme. Lazaro, tu as fait ton point. Reviens avant que cela ne devienne permanent. Ne nous humilie pas. Reste à ta place. Je pouvais entendre l'avertissement derrière les mots. Pas de rage, quelque chose de plus froid, quelque chose de définitif. Je le suis, dis-je. Il hésita. Tu es quoi ? Je reste à ma place. Vous n'avez simplement plus le droit de définir ce qu'est cette place. J'ai mis fin à l'appel et c'était tout. Le dernier lien coupé. Au moment où nous sommes arrivés à JFK, la neige s'était intensifiée. Le vent balayait les voies de dépose. J'ai remercié le chauffeur, j'ai attrapé ma valise et je l'ai traînée vers le terminal 5. À l'intérieur, l'aéroport bourdonnait d'annonces douces et de voyageurs fatigués. Je suis passé par la sécurité en pilote automatique. Veste enlevée, ordinateur portable sorti, ceinture débouclée, chaussures retirées. La même routine que j'avais faite 100 fois, mais ce soir, elle était différente. J'ai atteint la porte d'embarquement avec 20 minutes d'avance. J'ai trouvé un siège vide près de la fenêtre. J'ai regardé la piste, où les lumières d'un avion clignotaient régulièrement dans l'obscurité. Mes mains tremblèrent légèrement en ouvrant mon ordinateur portable. L'écran s'anima. Le voici. Projet de contrat Pinacle 39H00. Réunion avec le PDG chaîne signature finale Lazaro R. Descenti, directeur général. J'ai lu mon nom 2 fois, puis une fois de plus. C'était réel. Peu importe ce qu'il disait, peu importe comment il me traitait, j'étais un PDG. Je construisais quelque chose de moi-même. Et demain, l'homme qu'ils désiraient tous désespérément impressionner me serrait la main et m'appellerait patron. Alors que l'appel à l'embarquement résonnait dans le terminal, je me suis levé. J'ai regardé l'écran une dernière fois et j'ai murmuré, demain, ils verront enfin qui je suis vraiment. Tandis que l'avion roulait vers la piste,
je laissais ces mots s'installer dans ma poitrine comme une promesse. La douce vibration sous mon siège, le grondement des moteurs à réaction qui prenaient de la puissance. Tout cela ressemblait à un mouvement à plus d'un titre. Juste avant le décollage, mon téléphone vibra de nouveau. Un appel d'un contact connu. Je le fixai une seconde, l'ignorai. Le téléphone glissa dans ma poche tandis que le nez de l'avion se levait, nous inclinant vers le ciel, loin de Greenwich, loin des ombres sous lesquelles je ne voulais plus me cacher. De retour au manoir, la scène était bien différente. Les invités en smokings ajustés et robes scintillantes remplissaient le foyer, leur sourire peint, poli et plein d'attente. L'odeur de pain frais se mêlait au parfum et au champagne. Mais il manquait quelque chose. De la nourriture chaude. Du grand escalier, les talons de ma mère claquaient furieusement alors qu'elle descendait, le visage tendu derrière un charme forcé. La cuisine était vide, le four éteint, les comptoirs intacts. Elle scruta la pièce, la mâchoire serrée. « Où est Lazaro ?» murmura-t-elle entre ses dents, ses yeux dardant vers la porte menant à l'extérieur. Pas de signe, pas de bruit, pas de plateau préparé, pas d'amuse-gueule. Puis les questions commencèrent. N'avait-elle pas dit que son fils préparait le repas? Je pensais qu'il était chef. Ne nous avait-on pas promis quelque chose d'exquis et d'authentique? Chaque phrase ébréchait le masque de perfection qu'elle avait si soigneusement arrangé. Ses joues rougirent, non pas de vin, mais d'humiliation. Elle fonça vers Marcus, qui se tenait dans un coin, riant avec un groupe de jeunes cadres. « Fais quelque chose » claqua-t-elle sous son souffle. Il cligna des yeux. « Comme quoi ?»« Commande de la nourriture. »« N'importe quoi. » À 20h03, Marcus passa un appel désespéré. 25 minutes plus tard, 3 livreurs couverts de neige trébuchèrent sur les marches d'entrée, portant des boîtes empilées de pizzas aux pepperoni graisseuses. Les plateaux de service dorés avaient déjà été disposés en prévision. Il déposa simplement les tranches par-dessus comme un buffet absurde. Les invités essayèrent de rester courtois, mais l'ambiance avait changé. Les représentants de Pinacle échangèrent des regards. Victoria Chen, élégante, réservée, impénétrable, se tenait près de la cheminée, tenant une serviette à sa bouche. Elle offrit un sourire discret, puis se pencha vers ma mère. « Mes excuses, nous avons un vol tôt le matin. Merci pour l'invitation. » Elle était dehors avant le dessert. Pendant ce temps, j'étais à 30 000 pieds dans les airs, adossé à un mince siège en cuir, sirotant de l'eau dans un gobelet en plastique. Pas de luxe, mais la paix. Je les imaginais dans cette salle à manger, distribuant des assiettes en carton et feignant des sourires. L'image ne me fit pas rire. Elle ne me fit pas me sentir vengé. Elle me fit juste me sentir libre. Pour la première fois, je ne faisais pas partie du spectacle. J'ouvris à nouveau mon ordinateur portable, vérifiai l'ordre du jour, relus la présentation une dernière fois. Le chiffre me faisait toujours frissonner. 9 millions de dollars. 9 millions de raisons de ne plus avoir besoin de leur approbation. De retour à la maison, Marcus se tenait près de l'entrée, essayant de sauver la soirée avec charme et des propositions rapides. Donc, comme je le disais, notre modèle de relation publique est basé sur l'authenticité. Et l'un des conseillers de Pinacle le coupa en plein milieu de sa phrase. Si vous ne pouvez pas gérer un dîner de Noël sans un effondrement, comment allez-vous gérer un déploiement national? La table rit. Pas avec lui. Contre lui? Le visage de ma mère pâlit. À 22h15, la plupart des invités étaient partis. Des verres de vin vides jonchaient les tables. Une boîte de pizza à moitié mangée gisait sous un dôme argenté. Le silence s'étendait dans chaque recoin de ce manoir autrefois impressionnant. Puis vint le fracas. Un verre de vin à pied se brisa contre la cheminée en marbre. « Il nous a ruinés !» cria ma mère, sa voix résonnant sur le plafond voûté. Marcus était affalé sur le canapé en velours, faisant défiler son téléphone, les yeux écarquillés. Pas de réponse, marmonna-t-il. Puis, les pouces bougeant vite, il tapa. « Marcus, tu le regretteras. » Il appuya sur envoyer. Mais je n'ai pas vu le message. J'étais déjà endormi quelque part au-dessus de la Géorgie, volant vers la vie qu'ils n'ont jamais cru que je pourrais construire. Tu le regretteras. Ce SMS de Marcus fut la dernière chose que je vis avant d'éteindre mon téléphone quelque part au-dessus des Carolines. Lorsque les roues touchèrent le tarmac à Miami,
le soleil du matin était déjà haut, peignant la ville d'un or chaleureux. L'aéroport bourdonnait de voyageurs en vacances, mais mon esprit était ailleurs. J'ai rallumé mon téléphone. 22 appels manqués, 14 messages vocaux, des dizaines de SMS. Maman, Marcus, même mon père. Certains messages étaient frénétiques. Nous pouvons arranger ça si tu reviens maintenant. Certains étaient en colère. Tu nous as embarrassés devant des gens importants. Un de Marcus était pratiquement une supplique. Le contrat est rompu. Pinacle s'est retiré. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Et pourtant, même dans leur supplique, aucun message ne disait « Nous sommes fiers de toi ». J'ai mis le téléphone en mode silencieux, l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste, et suis entré dans l'air chaud et humide de Miami, ma valise roulant doucement derrière moi. À 9 heures du matin, je me tenais devant la salle de conférence du complexe, surplombant une rangée de palmiers et de piscines à débordement. À l'intérieur, l'équipe Pinacle se rassemblait. J'ai pris une inspiration, j'ai rajusté mon col et je suis entré. La pièce était élégante, murs de verre, table en bois poli, luminaire chromé, une table bordée d'yeux vifs et de costumes de pouvoir. Tout le monde se leva à l'entrée de Victoria Chen, toujours aussi posée et impénétrable. Elle me fit un signe de tête. Lazaro. Je lui rendis son signe de tête. Victoria. Nous nous sommes assis. Un léger bruissement de papier, des tasses de café, des cliquetis de stylo. Avant de commencer, dit Victoria doucement. Je voudrais partager une petite anecdote. J'ai passé la veille de Noël à un événement plutôt intéressant dans le Connecticut. Murmure et rire. L'hôte a fait l'éloge de son fils aîné. Enfin, du fils qu'il prétendait être l'hôte du dîner, mais les choses se sont rapidement gâtées. Four froid, boîte à pizza. Assez contrastant. Elle me jeta un coup d'œil. Les yeux légèrement plissés. Drôle de coïncidence, continua-t-elle. Votre nom de famille est aussi Rivera, n'est-ce pas? La pièce devint silencieuse. Je rencontrai son regard, sans broncher. Oui, c'était ma famille. Une autre ondulation traversa la table. Quelques cadres se tortillèrent sur leurs chaises, attendant de voir comment j'allais le tourner. Je n'ai rien tourné. Je n'étais pas là, dis-je clairement. Ils s'attendaient à ce que je joue le serviteur à nouveau. J'ai choisi de partir. Et pour la première fois, ils ont dû organiser 100 personnes à blâmer quand tout s'est effondré. Silence. Puis j'ai ajouté, ils m'ont appelé la déception, le chauffeur de taxi, mais la compagnie avec laquelle vous êtes sur le point de vous associer, je l'ai construite par moi-même. Pas de prêt, pas d'aide, pas d'assistance. Victoria tapa sur sa tablette et la tourna vers la table. À l'écran, une couverture de Forbes, ma photo. Le titre disait « De l'invisible à l'inestimable ». L'ascension de Lazaro Rivera. Les applaudissements éclatèrent. Pas sauvage, mais solide. Le genre d'applaudissement qui vient avec le respect. Avant que je ne puisse expirer, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent en grand. Marcus, échevelé, les yeux rouges, agitant un dossier de capture d'écran imprimé comme un fou. Ceci. C'est avec lui que vous signez, aboya-t-il. C'est un fraudeur. C'était un chauffeur. Un chauffeur Uber littéral. Il a menti. La sécurité bougea, mais Victoria leva une main. Marcus claqua le dossier sur la table. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Il n'est pas allé à l'université. Il a organisé des événements. Il n'était personne. Je restai calme, stable, ouvris ma mallette. Un par un, je posai les faits sur la table. Déclaration de revenus, contrat signé, liste d'employés, retour client, certification de licence, nom des investisseurs, les étapes clés, tout. Je regardai Marcus dans les yeux. Tu as passé ta vie à vendre des histoires. J'ai construit quelque chose de réel. Victoria ne le regarda même pas en signant la dernière page de notre contrat. Puis, comme si elle époussetait un peluche de sa manche, elle dit, Monsieur Rivera, Marcus, n'est-ce pas? Nous ne travaillons pas avec des gens qui tentent de saboter la famille et les conseils d'administration publique. Votre proposition de relations publiques est retirée. La sécurité s'avança. Marcus ne discuta pas. Il resta là, le visage livide.
Vaincu. Les flashs des appareils photo commencèrent presque instantanément. Les journalistes capturant l'instant, ma poignée de main avec Victoria, la bannière Pinacle en arrière-plan, le nom de ma compagnie juste en dessous de la leur. Pour la première fois, mon nom était seul. Pas de note de bas de page, pas d'astérisque, personne derrière moi murmurant « Ne nous fais pas honte ». Alors que la pièce commençait à se vider, je vérifiais mon téléphone. Un seul message de mon père. Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Pas de réponse. Puis doucement, presque à moi-même, je dis « Maintenant, il me voit, mais il est trop tard ». J'ai fixé ce message de mon père pendant quelques secondes de plus, puis j'ai verrouillé l'écran et posé le téléphone face cachée à côté des papiers que j'examinais. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein. Plein de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. 3 semaines passèrent. Plus de SMS tardifs. Plus de messages vocaux suppliants que je pense à la famille. Pas même une maigre excuse. Juste le silence. Jusqu'à ce matin où une enveloppe officielle arriva à mon bureau. Pas d'adresse de retour, juste une carte imprimée à l'intérieur. Passe dimanche. Ta mère prépare le dîner. Je n'y répondis pas. Je suis juste monté dans ma voiture et j'ai conduit. Le trajet vers Greenwich fut différent cette fois. Je ne me pressais pas, le cœur battant, redoutant l'accueil froid. Je pris mon temps, baissai un peu la vitre, laissai le vent froid me caresser le visage. Il n'y avait aucune raison de se dépêcher. Quand je suis arrivé à l'allée circulaire familière, la maison avait le même aspect, mais elle me semblait plus petite. Les portes grinçaient quand je les poussais. Le grand lustre était plus faible que dans mon souvenir. Les meubles qui autrefois brillaient de leur poli étaient maintenant recouverts d'un film terne. Pas de personnel, pas de rire, juste le silence. Mes pas résonnaient dans le couloir. Maman était dans la cuisine, tournant une cuillère dans une marmite qui n'était même pas chaude. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrai, continuant juste à remuer. « Tu nous as fait passer pour des idiots », dit-elle sans se retourner. Je ne répondis pas. Elle posa la cuillère, me faisant enfin face. Ses yeux étaient fatigués, mais non, pas tristes, juste calculatrices. « Mais tu l'as fait », dit-elle doucement. « Le monde pense que tu es quelqu'un maintenant. » J'inclinai la tête. « Et toi ?» Elle cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit comme si elle allait dire quelque chose de plus doux, quelque chose de réel. Mais au lieu de cela, elle murmura « Ne nous embarrasse plus jamais ». C'était ça. Pas l'amour, pas la fierté, pas le regret, mais la gestion des dégâts. Papa entra par l'arrière, sa démarche habituellement raide, maintenant un peu plus lente. « Tu n'avais pas à le rendre public », marmonna-t-il. « Tu aurais pu réussir discrètement. »« Tu veux dire, invisiblement », répondis-je. Il ne le nia pas, se contenta de croiser les bras, la mâchoire serrée comme s'il mâchait les mots qu'il ne pouvait pas cracher. Je fouillai dans la poche de mon manteau et sortis la vieille montre de poche, la même qu'il m'avait donnée quand j'avais 18 ans, déjà fissurée même alors. Tu as dit que cela me rappellerait qui j'étais. Je la posai doucement sur la table entre nous. Eh bien, dis-je, je me souviens. Je me souviens exactement qui j'étais dans cette maison. Leur silence était plus assourdissant que n'importe quel cri. Je sortis une enveloppe scellée de ma mallette et la plaçai à côté de la montre. À l'intérieur, des copies du contrat de 9 millions de dollars avec Pinacle. Des articles de presse, des relevés financiers, le genre de preuves que personne ne pouvait déformer. Sur le devant, j'avais écrit « Vous n'avez jamais cru en moi. C'était votre erreur, pas la mienne. » Je me tournai pour partir. « Lazaro », dit ma mère, sa voix finalement douce. Je m'arrêtai à la porte, mais ne me retournai pas. « Nous ne te comprenons toujours pas », ajouta-t-elle. « Je sais, dis-je. C'est ça qui a enfin du sens. » Il faisait presque nuit quand je suis rentré chez moi. Pas un manoir, pas un palais, juste un endroit chaleureux où j'appartenais. Dans mon bureau, j'ai posé le verre fissuré de la montre de poche sur le coin de mon bureau. Non pas par amertume, mais comme un rappel silencieux, non pas de ce qu'ils m'ont pris, mais de ce que j'ai reconstruit de mes propres mains. Un autre contrat m'attendait sur mon bureau. Je l'ai examiné avec aisance, l'ai signé avec confiance.
Je n'étais plus le fils invisible. Je n'étais plus